Le silence régnait dans la cuisine de la somptueuse demeure des Mercier, uniquement perturbé par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Il était près de minuit, et Thibault le Mercier, encore dans son costume 3 pièces, après une longue journée de réunion, descendait chercher un verre d'eau. Ses pas feutrés sur le marbre immaculé s'arrêtèrent net lorsqu'il entendit un son inhabituel, des sanglots étouffés. La lumière tamisée qui filtrait sous la porte de service attira son attention. En s'approchant, il aperçut une silhouette recroquevillée dans l'angle mort de la pièce. C'était Camille, la nouvelle nounou d'Élodie, assise sur une chaise de cuisine, le visage enfoui dans ses mains. Thibault resta figé, mal à l'aise devant cette scène inattendue. Depuis la mort de sa femme, il s'était habitué à maintenir une distance professionnelle avec son personnel. Pourtant, quelque chose dans la vulnérabilité de ce moment le toucha profondément. Les larmes de Camille semblaient porter le poids d'une histoire qu'elle n'avait jamais partagée. Il observa discrètement la jeune femme. Ses cheveux châtains, d'habitude soigneusement attachés, tombaient en mèches désordonnées autour de son visage. Ses épaules tremblaient légèrement sous son gilet beige, celui qu'elle portait presque tous les jours, comme une armure réconfortante. Thibault se rappela le sourire chaleureux qu'elle offrait invariablement à Élodie, la patience infinie dont elle faisait preuve lors des crises de sa fille, et la façon dont la petite s'était épanouie depuis son arrivée 3 mois plus tôt. Comment cette femme, qui apportait tant de lumière dans leur maison, pouvait-elle porter une telle tristesse? Un mouvement brusque de Camille le fit reculer dans l'ombre du couloir. Elle se redressa, essuya ses joues d'un geste rapide et arrangea mécaniquement son gilet. Dans le miroir accroché au mur, elle vérifia son apparence, comme pour s'assurer que toute trace de vulnérabilité avait disparu. Puis, elle prit une profonde inspiration et redressa les épaules, renfilant ce masque de sérénité qu'elle portait si bien. Cette transformation frappa Thibault. Combien de fois avait-il fait exactement la même chose? Combien de matins s'était-il tenu devant son propre miroir, effaçant toute trace de chagrin avant d'affronter le monde? Alors qu'il remontait silencieusement l'escalier principal, son verre d'eau oublié, une pensée persistante l'accompagna. Derrière leur façade soigneusement maintenue, peut-être n'étaient-ils pas si différents, la nounou et le millionnaire. Le lendemain matin, Thibault ne pouvait chasser de son esprit l'image de Camille en larmes. Assis dans son bureau, au mur lambrissé, il regardait distraitement par la fenêtre le jardin où Élodie jouait sous la surveillance attentive de sa nounou. Le contraste entre la Camille de la nuit dernière et celle qui courait maintenant derrière sa fille, riant aux éclats, était saisissant. « Papa, regarde !» La voix claire d'Élodie le tira de sa rêverie. Elle agitait fièrement un dessin multicolore, tandis que Camille l'aidait à le maintenir droit contre le vent. Cette scène ordinaire lui serra le cœur. Depuis quand n'avait-il pas pris le temps de dessiner avec sa fille? Ce soir-là, après avoir bordé Élodie, Thibault descendit à la cuisine. Il prépara soigneusement 2 tasses de thé à la verveine, en déposa une devant la porte de la chambre de service de Camille, puis frappa doucement avant de s'éloigner rapidement. Les jours suivants, il multiplia les petites attentions discrètes. Un jour, c'était un exemplaire neuf de L'enfant et son développement, ce livre dont elle avait parlé avec passion lors de son entretien d'embauche. Un autre, une boîte de macarons de chez Bernachon, après l'avoir entendu mentionner que c'était sa pâtisserie préférée. Camille trouvait ses cadeaux anonymes sur le petit bureau de sa chambre, accompagnés parfois d'une simple note « Merci pour votre patience avec Élodie » ou « Votre travail est précieux ». Elle ne disait rien, mais Thibault remarquait ses yeux qui brillaient un peu plus, son sourire qui s'élargissait imperceptiblement. Un matin, alors qu'il prenait son café dans la véranda, il surprit une conversation entre Camille et sa fille. « Pourquoi papa est tout seul tout le temps ?» demandait Élodie, en tressant des marguerites. « Ton papa n'est pas seul, ma puce !» répondit doucement Camille. « Il t'a toi, et tu es son plus grand trésor. Mais il est triste comme toi parfois, quand tu crois que personne ne te voit. » Thibault faillit renverser sa tasse. La perspicacité des enfants ne cessait de l'étonner. Il vit Camille se figer légèrement, avant de reprendre son calme habituel. Parfois, les grandes personnes gardent leur tristesse pour elles, pour protéger ceux qu'elles aiment.
expliqua-t-elle avec une douceur infinie. Mais tu sais quoi? Ton papa est très courageux, comme toi, et ensemble, vous formez une équipe extraordinaire. Cette conversation resta gravée dans l'esprit de Thibault. Comment cette jeune femme, qui portait visiblement ses propres blessures, pouvait-elle parler de lui avec tant de compassion? Pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose se fissurer dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Par un après-midi pluvieux, alors qu'Élodie faisait sa sieste, Thibault trouva Camille dans la bibliothèque, plongée dans un vieux livre de contes. Elle se leva précipitamment à son entrée, mais il lui fit signe de se rasseoir. « Je peux » demanda-t-il, désignant le fauteuil en face d'elle. Camille hocha la tête, surprise par cette initiative inattendue. Un silence confortable s'installa, uniquement perturbé par le crépitement de la pluie contre les vitres. « Vous aimez la lecture » finit-il par demander, remarquant les nombreux marque-pages qui dépassaient du livre. « J'aurais voulu étudier la littérature » répondit-elle doucement, ses doigts caressant distraitement la reliure usée. « À l'université de Lyon, peut-être. Mais la vie en a décidé autrement. » Thibault l'observa attentivement, notant la mélancolie dans sa voix. Que s'est-il passé? Camille hésita un instant, puis, comme si une digue cédait enfin, elle commença à parler. Elle raconta son petit frère Lucas, atteint d'une maladie chronique, et comment elle avait abandonné ses études pour s'occuper de lui après le départ de leur père. Les années difficiles à Avignon, jonglant entre les petits boulots et les soins quotidiens. La culpabilité de sa mère, épuisée par les doubles shifts à l'hôpital. « Lucas va mieux maintenant », ajouta-t-elle avec un petit sourire. « Il est en rémission depuis 1 an. Ma mère a pu reprendre un travail normal. Alors je me suis dit, peut-être que c'était mon tour de recommencer à rêver. » Thibault écoutait, fasciné par la force tranquille qui émanait d'elle. « Et vous avez choisi Lyon. J'ai choisi de suivre mon cœur, » corrigea-t-elle doucement. « J'aime m'occuper des enfants. Ce n'est peut-être pas ce dont je rêvais à 18 ans, mais ça me rend heureuse. Élodie, elle me rappelle la joie simple d'être là, présente, utile. » Un bruit de pas dans le couloir les fit sursauter. Madame Mercier, la mère de Thibault, apparut dans l'encadrement de la porte. Son regard glacial passa de son fils à Camille, qui se leva promptement. « Je vais voir si Élodie est réveillée », murmura-t-elle avant de s'éclipser. « Vraiment, Thibault ?» La voix de Madeleine Mercier claqua comme un fouet. « Discuter avec le personnel comme si nous étions dans un roman de gare ?» Thibault se redressa, une irritation inhabituelle montant en lui. « Maman, s'il te plaît, n'oublie pas qui tu es, » poursuivit-elle. « Les Mercier ont une réputation à maintenir, et cette fille, aussi charmante soit-elle, n'est que la nounou. » Ces mots résonnèrent dans la bibliothèque comme une sentence. Thibault le regarda par la fenêtre, où la pluie continuait de tomber, se demandant pourquoi cette remarque, qu'il aurait trouvée normale quelques mois plus tôt, lui semblait maintenant si profondément injuste. Le dimanche suivant, Thibault rompit avec ses habitudes. Au lieu de s'enfermer dans son bureau pour travailler, il proposa une sortie au parc de la Tête d'Or. Élodie sautillait d'excitation tandis que Camille préparait un panier de pique-nique, surprise mais ravie de ce changement inattendu. La journée était parfaite, avec une brise légère qui faisait danser les feuilles des platanes centenaires. Élodie courait d'une attraction à l'autre, son rire cristallin résonnant dans l'air printanier. Près du lac, ils installèrent leur nappe à carreaux sur l'herbe tendre. « Papa, regarde les cygnes !» s'écria Élodie en pointant du doigt les majestueux oiseaux qui glissaient sur l'eau. « Ils me font penser à une histoire » dit Camille, sortant des sandwichs soigneusement emballés. « Ma grand-mère me la racontait quand j'étais petite. »« Raconte, raconte !» supplia Élodie, se blottissant contre elle. Thibault observa, fasciné, comment Camille tissait son récit. Elle parlait d'un cygne solitaire qui avait perdu sa famille, mais qui finit par découvrir que la vraie beauté résidait dans les liens qu'on créait avec les autres, pas dans la solitude majestueuse qu'il s'imposait. Élodie s'endormit pendant l'histoire, sa tête reposant sur les genoux de Camille. Un silence confortable s'installa entre les adultes. « Vous avez un don » murmura Thibault, regardant sa fille paisiblement endormie. « Je ne l'avais pas vue aussi sereine depuis l'accident » compléta doucement Camille. « Elle m'en parle parfois.
Les enfants ont besoin d'exprimer leur chagrin à leur façon. Thibault sentit sa gorge se serrer. Je ne sais pas toujours comment faire. Comment être à la fois père et mère, patron, et simplement vous-même, suggéra-t-elle avec un sourire compréhensif. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Thibault se permit de vraiment voir Camille. Pas comme la nounou, mais comme la femme forte et sensible qu'elle était, celle qui portait ses propres cicatrices avec grâce. Le soleil commençait à décliner lorsqu'ils rentrèrent, Élodie somnolant dans les bras de son père. Dans la voiture, Camille fredonnait doucement une berceuse, et Thibault réalisa que quelque chose avait changé. Sa maison n'était plus seulement un lieu où il vivait, elle redevenait peu à peu un foyer. Cette nuit-là, en bordant Élodie, sa fille lui chuchota « Papa, est-ce que Camille peut rester avec nous pour toujours ?» La question innocente de sa fille le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre, car au fond de lui, il commençait à se poser la même question. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles huppés de Lyon. Thibault Mercier, le très convoité héritier des Hôtels Mercier, était en pourparlers pour une fusion stratégique avec les établissements Delorme de Paris. Et comme toute fusion d'entreprises familiales qui se respecte, celle-ci devait être scellée par une union. Claire Delorme fit son entrée dans leur vie un mardi matin, alors que Camille aidait Élodie à enfiler son uniforme d'école. Grande, élégante, avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son tailleur Chanel impeccable, elle incarnait tout ce que la haute société attendait d'une future Madame Mercier. « Thibault, mon cher !» Sa voix mélodieuse résonna dans le hall d'entrée. Je passais dans le quartier et je me suis dit... Camille entendit la suite de la conversation s'évanouir alors qu'elle montait à l'étage avec Élodie. Mais le rire cristallin de Claire la poursuivit toute la journée. Les visites de mademoiselle Delorme se multiplièrent au fil des jours. Elle apportait toujours des cadeaux exquis pour Élodie. Des poupées parisiennes, des robes de créateurs, des livres rares. La petite fille les acceptait poliment, mais Camille remarquait son regard perdu, cherchant celui de son père. Un soir, alors que Camille rangeait la bibliothèque, elle surprit une conversation entre Thibault et sa mère dans le bureau adjacent. « Claire est parfaite », disait Madeleine. « Cette fusion nous permettrait d'étendre notre présence à Paris, sans compter qu'elle a l'élégance naturelle qu'il faut pour représenter notre famille. Et Élodie ?» La voix de Thibault semblait lointaine. « Elle s'y fera. Les enfants s'adaptent toujours. D'ailleurs, il serait temps de penser à une gouvernante plus professionnelle. Cette Camille est charmante, mais pour la position que tu vas occuper... » Un livre glissa des mains de Camille, tombant avec un bruit sourd. Elle le ramassa précipitamment, son cœur battant à tout rompre. Pourquoi cette conversation la bouleversait-elle autant? Ce soir-là, dans sa chambre, Camille contempla son reflet dans le miroir. Son simple chemisier blanc, son jean modeste, ses cheveux naturellement bouclés. Tout en elle criait « ordinaire » comparé à la sophistication de Claire Delorme. Elle sortit de son tiroir la lettre qu'elle avait reçue la semaine précédente, une offre pour un poste d'assistante dans une petite maison d'édition. Le salaire était modeste, mais cela lui permettrait de renouer avec sa passion pour la littérature. Alors qu'elle pesait ses options, des coups légers retentirent à sa porte. C'était Élodie, en pyjama, serrant sa peluche préférée. « Je n'arrive pas à dormir », murmura la petite fille. « Tu peux me raconter une histoire? Pas une des nouveaux livres de Mademoiselle Claire, une des tiennes. » Camille la prit dans ses bras, sentant les larmes lui monter aux yeux. Comment partir maintenant? Comment abandonner cette petite fille qui avait déjà perdu sa mère? Et pourtant, en voyant l'alliance étincelante au doigt de Claire le lendemain, elle sut qu'elle n'aurait peut-être pas le choix. Le grand gala annuel des Hôtels Mercier approchait, et la maison bourdonnait d'activité. Les préparatifs battaient leur plein pour cette soirée qui réunirait le tout Lyon au prestigieux château de la Roseraie. Un après-midi, alors que Claire supervisait la décoration de la salle de bal, Élodie découvrit un vieux tourne-disque dans le grenier. Camille l'aidait à explorer les cartons poussiéreux quand elles tombèrent sur une collection de vinyles. « Regarde !» s'exclama Élodie en sortant un album. « Il y a une photo de maman. » Camille examina la pochette. Une jeune femme rayonnante, dans une robe simple, dansait avec un Thibault plus décontracté qu'elle ne l'avait jamais vu.
La date au dos indiquait que la photo avait été prise lors d'un gala 5 ans plus tôt. Papa et maman dansaient tout le temps, raconta Élodie avec nostalgie. Même dans la cuisine, quand il pleuvait, Camille mit délicatement le vinyle sur le tourne-disque. Les premières notes d'une valse de Chopin emplirent le grenier. Élodie se mit à tournoyer, imitant les mouvements qu'elle avait vus faire ses parents. « Tu veux que je t'apprenne ?» proposa Camille. « Ma grand-mère m'a enseigné la valse quand j'étais petite. » Elles passèrent l'heure suivante à danser maladroitement, riant de leurs faux pas. Camille guidait patiemment Élodie, comptant les temps à voix haute. « 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je peux me joindre à vous ?» Elles se figèrent. Thibault se tenait dans l'encadrement de la porte, son expression indéchiffrable. « Papa, Camille m'apprend à danser comme maman !» Un silence pesant s'installa. Camille sentit son cœur se serrer, craignant d'avoir franchi une ligne invisible. Mais Thibault s'avança, un léger sourire aux lèvres. « Alice adorait cette valse, » dit-il doucement, évoquant pour la première fois le nom de sa défunte épouse devant Camille. Elle disait que la musique avait le pouvoir de guérir les cœurs. Il tendit la main vers sa fille. « Me ferais-tu l'honneur, mademoiselle ?» Élodie gloussa et se précipita dans les bras de son père. Ils commencèrent à valser, maladroitement d'abord, puis avec plus d'assurance. Camille les regardait, émue, quand Élodie s'écria « Maintenant, avec Camille !» Avant qu'elle ne puisse protester, Thibault était devant elle, main tendue. « Votre tour, professeur de danse !» Leurs doigts s'entrelacèrent, et le monde sembla s'arrêter. La main de Thibault dans son dos était chaude, rassurante. Ils valsaient en silence, leurs pas parfaitement synchronisés, comme s'ils avaient dansé ensemble toute leur vie. Ce moment magique fut brisé par la voix de Claire depuis le rez-de-chaussée. « Thibault, les journalistes sont là pour l'interview sur la fusion ?» Ils se séparèrent précipitamment, comme réveillés d'un rêve. Thibault s'excusa et quitta rapidement le grenier, laissant derrière lui un parfum de regrets et de possibilités inexplorées. Cette nuit-là, bien après le coucher d'Élodie, Camille retourna seule dans le grenier. Elle remit le vinyle, ferma les yeux et laissa la musique l'emporter, revivant ces quelques précieuses minutes où elle s'était sentie exactement là où elle devait être. Le matin du gala, Camille trouva une boîte sur son lit. À l'intérieur, une robe de soirée émeraude en soie, accompagnée d'une note de Thibault. « Pour vous remercier de tout ce que vous faites pour Élodie. Votre présence ce soir est importante pour elle. » Camille caressa le tissu soyeux, partagé entre émotion et inquiétude. La robe était magnifique, bien plus luxueuse que tout ce qu'elle avait jamais porté. Mais était-ce approprié? Que diraient les invités? Et surtout, que penserait Claire? Ses doutes furent momentanément oubliés quand Élodie entra en trombe dans sa chambre, resplendissante dans sa robe de princesse. « Tu es tellement belle !» s'exclama la petite fille en voyant Camille dans la robe émeraude. « On dirait une fée !» La soirée commença dans une atmosphère féerique. Le château de la Roseraie étincelait de 1000 feux, ses jardins illuminés par des lanternes flottantes. L'orchestre jouait doucement, et les invités en tenue de soirée évoluaient avec grâce dans la salle de bal. Camille resta d'abord en retrait, s'occupant discrètement d'Élodie. Mais la petite fille insistait pour la présenter à tout le monde comme « ma Camille », avec une fierté touchante qui attirait l'attention. « Quelle charmante nounou !» commentaient les invités avec des sourires condescendants. Et cette robe, très audacieuse pour du personnel. Claire, resplendissante dans une robe haute couture, ne manqua pas de le remarquer. « Thibault, chérie, dit-elle assez fort pour que Camille l'entende, ne pensez-vous pas que certaines personnes oublient leur place ?» Camille sentit ses joues s'empourprer. Elle s'apprêtait à s'éclipser quand Madeleine Mercier l'arrêta. « Un mot en privé, mademoiselle Besson ?» Dans le bureau adjacent, Madeleine alla droit au but. « Vous êtes une jeune femme intelligente, Camille. Vous devez comprendre que cette situation devient inappropriée. Je ne comprends pas, madame. Les regards que mon fils vous lance, cette robe, les moments que vous passez ensemble, tout cela doit cesser. La fusion avec les Delorme représente des millions d'euros et l'avenir de notre groupe. » Madeleine sortit une enveloppe. « Voici un chèque généreux et d'excellentes lettres de recommandation. Vous pourrez trouver un poste dans n'importe quelle famille de Lyon. Ou peut-être, » elle sourit froidement, « poursuivre vos études de littérature ?» Camille fixa l'enveloppe, le cœur battant.
Comment savez-vous? Je me suis renseigné sur vous. Votre histoire est touchante. Le petit frère malade, les sacrifices. C'est précisément pour cela que je vous offre cette chance. Pensez à votre famille, Camille, à tout ce que vous pourriez leur offrir. Les mots de Madeleine la frappèrent comme des coups. Elle pensait à Lucas, à sa mère qui travaillait encore trop, aux factures médicales qui s'accumulaient malgré la rémission. Je vous laisse réfléchir, conclut Madeleine en sortant. Mais pas trop longtemps. Les arrangements pour le mariage doivent être finalisés la semaine prochaine. Restée seule, Camille s'approcha de la fenêtre. Dans la salle de bal, elle pouvait voir Thibault danser avec Claire, sous les regards approbateurs des invités. Élodie, assise seule dans un coin, serrait sa peluche contre elle. Une larme roula sur sa joue. Pour la première fois depuis son arrivée chez les Mercier, Camille sut exactement ce qu'elle devait faire. Le lendemain du gala, Camille déposa sa lettre de démission sur le bureau de Thibault avant l'aube. Ces mots, soigneusement choisis après une nuit sans sommeil, restaient professionnels et distants. « Monsieur Mercier, je vous présente ma démission du poste de gouvernante d'Élodie, effective dans 2 semaines conformément à mon contrat. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée, cordialement Camille Besson. » Elle passa la matinée à ranger discrètement ses affaires, profitant de l'absence de Thibault, parti tôt en réunion. Chaque objet qu'elle emballait semblait porter le poids des souvenirs. Le livre de contes qu'Élodie adorait, les dessins que la petite lui avait offerts, la tasse de thé qu'elle utilisait chaque soir. Vers midi, alors qu'elle pliait ses vêtements, Élodie fit irruption dans sa chambre. « Pourquoi tu ranges tes affaires ?» demanda-t-elle, ses grands yeux s'emplissant déjà de larmes. Camille s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Ma puce, parfois les grandes personnes doivent prendre des décisions difficiles. »« Tu avais promis, » sanglota Élodie. « Tu avais promis de ne jamais partir comme maman. » Ces mots brisèrent le cœur de Camille. Elle serra la petite fille contre elle, luttant contre ses propres larmes. « Ce n'est pas la même chose, mon cœur. Je ne pars pas pour toujours. C'est juste que ta nouvelle maman arrive bientôt, et Claire n'est pas ma maman. » Élodie se dégagea violemment. « Je te déteste d'être comme tous les autres. » La petite s'enfuit en courant, laissant Camille effondrée au milieu de ses cartons. L'après-midi, alors qu'elle écrivait des instructions détaillées pour la future gouvernante, Thibault fit irruption dans sa chambre. Son visage habituellement composé trahissait une émotion intense. « Expliquez-moi, » dit-il, simplement, sa lettre de démission froissée dans sa main. « Il n'y a rien à expliquer, monsieur Mercier. » Camille se força à garder un ton professionnel. « J'ai reçu une opportunité professionnelle plus adaptée à mes projets d'avenir. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que c'est la vraie raison. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Camille faillit tout lui avouer. L'ultimatum de sa mère, ses sentiments confus, sa peur de détruire l'avenir qu'il construisait avec Claire. Mais elle se rappela les millions en jeu, les emplois qui dépendèrent de la fusion, la stabilité qu'elle pourrait offrir à sa propre famille avec la généreuse compensation de Madeleine. « C'est mieux ainsi, » murmura-t-elle enfin, détournant le regard. « Pour tout le monde. » Thibault resta immobile un long moment, comme s'il attendait qu'elle ajoute quelque chose. Puis, sans un mot, il quitta la pièce. Cette nuit-là, Camille entendit Élodie pleurer dans sa chambre. Elle resta derrière la porte, main posée sur la poignée, combattant l'envie d'entrer la consoler. Pour la première fois, elle se demanda si le prix du silence n'était pas trop élevé. Les jours qui suivirent prirent une étrange teinte de mélancolie dans la maison Mercier. Élodie refusait de parler à Camille, se contentant de regards accusateurs qui la poursuivaient comme des fantômes. Les repas se déroulaient dans un silence pesant, uniquement ponctué par le tintement des couverts et les tentatives maladroites de Claire d'engager la conversation. Un matin, alors que Camille préparait le petit déjeuner d'Élodie, elle surprit une conversation entre Thibault et Claire dans le salon adjacent. « Elle n'a même pas touché au nouveau jouet que je lui ai offert, » se plaignait Claire. « Je fais des efforts, Thibault, mais ta fille me rejette systématiquement. Elle traverse une période difficile, » répondit-il, la fatigue perceptible dans sa voix. « Difficile? Elle est impossible. Hier, elle a crié qu'elle me détestait devant les Dubois. As-tu idée de l'embarras? Elle a perdu sa mère, Claire. Et maintenant quoi? Cette nounou qui part, c'est peut-être un mal pour un bien,
Élodie doit apprendre à s'attacher à moi, pas à une employée qui... Le bruit d'une tasse se brisant interrompit leur conversation. Camille avait laissé échapper le service à thé préféré de Madeleine. Alors qu'elle ramassait les morceaux de porcelaine, ses mains tremblantes, elle aperçut son reflet fragmenté dans les débris. Une jeune femme perdue, tentant désespérément de faire ce qui était juste, sans même savoir ce que cela signifiait vraiment. Plus tard dans la journée, elle trouva un dessin glissé sous sa porte. Une petite fille triste, seule sous la pluie. Au dos, de l'écriture maladroite d'Élodie. « Je suis désolé de t'avoir dit que je te détestais. S'il te plaît, ne pars pas. » Ce soir-là, incapable de dormir, Camille sortit prendre l'air dans le jardin. Les roses qu'elle avait plantées avec Élodie au printemps commençaient à s'épanouir, leurs pétales argentés sous la lumière de la lune. « Elles sont magnifiques !» Elle sursauta. Thibault se tenait à quelques pas, l'air aussi tourmenté qu'elle. « Élodie a votre don pour le jardinage, » répondit-elle doucement. « Elle a votre don pour beaucoup de choses. » Il s'approcha, touchant délicatement un bouton de rose. L'empathie, la patience, la joie de vivre, tout ce que j'avais oublié depuis. « Monsieur Mercier, Thibault, » corrigea-t-il. « Je crois que nous avons dépassé les formalités, n'est-ce pas ?» Leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Tant de non-dits flottaient entre eux, comme des pétales emportés par le vent. « Pourquoi partez-vous vraiment, Camille ?» Sa question, à peine plus qu'un murmure, contenait tout le poids des derniers mois. Les moments partagés, les rires d'Élodie, les regards échangés, les silences complices. Camille serra l'enveloppe de Madeleine dans sa poche, parce que parfois les contes de fées doivent rester ce qu'ils sont, des histoires qu'on raconte aux enfants. Elle s'éloigna rapidement, laissant Thibault seul dans le jardin. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis sa décision, elle pleura non pas de tristesse, mais de la certitude déchirante d'avoir peut-être fait le mauvais choix pour les bonnes raisons. Le jour de la conférence de presse annonçant officiellement la fusion des groupes Mercier et Delorme arriva comme un orage longtemps annoncé. Dans le grand salon transformé en salle de presse, Camille observait discrètement depuis l'entrée de service son sac de voyage déjà prêt à l'étage. C'était son dernier jour. Thibault se tenait devant les journalistes, Claire rayonnante à ses côtés. Madeleine Mercier, assise au premier rang, affichait un sourire triomphant. Les flashs crépitaient, les questions fusaient. « Monsieur Mercier, cette fusion représente-t-elle un nouveau départ ?» Thibault ajusta sa cravate, un geste que Camille avait appris à reconnaître comme un signe de malaise. Le groupe Mercier a toujours cherché. « Papa !» Élodie venait de faire irruption dans la salle, échappant à la surveillance de la nouvelle gouvernante. Elle courut vers son père, les yeux pleins de larmes. « S'il te plaît, ne laisse pas Camille partir. Je serai sage, je le promets. » Un silence stupéfait tomba sur l'assemblée. Claire tenta de prendre la petite dans ses bras, mais Élodie se débattit. « Non, je veux Camille. Elle comprend quand je suis triste, elle sait faire partir les cauchemars, elle raconte les histoires comme maman. » « Élodie, ma chérie, » intervint Madeleine, « ce n'est pas le moment. » Mais la petite fille continua, sa voix tremblante résonnant dans le silence. « Papa est redevenu papa grâce à elle. Il sourit maintenant. Il danse même parfois. » Camille sentit son cœur se serrer. Elle voulut s'avancer pour calmer Élodie, mais quelque chose dans l'expression de Thibault l'arrêta. Il fixait sa fille comme s'il la voyait vraiment pour la première fois depuis des mois. « Et toi aussi, tu es triste quand elle n'est pas là, » poursuivit Élodie, regardant son père. « Je t'entends pleurer parfois, comme avant. » Claire lâcha le bras de Thibault. Les journalistes, sentant le drame, prenaient frénétiquement des notes. « Thibault, » murmura Claire, « qu'est-ce que cela signifie ?» Il resta silencieux un long moment, son regard passant d'Élodie à Claire, puis à sa mère, avant de se poser finalement sur Camille, toujours dans l'ombre de la porte. « La vérité, » dit-il enfin, sa voix étrangement calme. « Cela signifie la vérité. » Il s'approcha du micro, desserrant sa cravate. « Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser, mais cette conférence de presse est terminée. Il n'y aura pas de fusion. »« Thibault !» Le cri de Madeleine résonna dans la salle. « Tu ne peux pas !»« Si, maman, je peux et je dois. » Il se tourna vers Claire. « Je suis désolé. Vous méritez quelqu'un qui vous aime vraiment. » Les journalistes s'étaient levés. Les questions fusaient de toutes parts.
Mais Thibault les ignora, traversant la salle pour rejoindre Camille. « Ne partez pas, dit-il simplement. S'il vous plaît. » Camille sortit l'enveloppe de Madeleine de sa poche et la tendit à Thibault. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Dans le bureau de Thibault, le silence était assourdissant. Il fixait l'enveloppe ouverte sur son bureau, les documents éparpillés devant lui, le chèque, les lettres de recommandation, les notes détaillées de sa mère sur la famille de Camille. « Alors, c'était pour ça, » murmura-t-il enfin, sa voix tremblante de colère contenue. « Le changement soudain, la démission. »« Votre mère voulait protéger les intérêts de la famille, » répondit doucement Camille, debout près de la fenêtre. « D'une certaine façon, je la comprends. » « La comprendre ?» Thibault se leva brusquement. « Elle vous a manipulé, menacé. Elle m'a offert une chance, » corrigea Camille. « Une chance d'aider ma famille, de reprendre mes études. Sur le papier, c'était la décision rationnelle. Et dans votre cœur, leurs regards se croisèrent. Au dehors, ils pouvaient entendre le brouhaha des journalistes qui quittaient la propriété, les éclats de voix de Claire et Madeleine qui tentaient de sauver les apparences. Mon cœur, Camille sourit tristement. Mon cœur n'a jamais été très doué pour les décisions rationnelles. Il s'est attaché à une petite fille qui dessine des arcs-en-ciel même les jours de pluie. Il s'est ému devant un père qui réapprend à danser. Il s'est mis à battre différemment pour un homme qui... Elle s'interrompit, mais Thibault s'était approché, comblant la distance entre eux. « Pour un homme qui quoi ?» demanda-t-il doucement. « Pour un homme qui ne devrait pas être accessible, » acheva-t-elle dans un souffle, « qui appartient à un monde différent du mien. »« Les mondes changent, » répondit-il, « les murs tombent, regardez !» Il la guida vers la fenêtre. Dans le jardin, Élodie jouait avec sa peluche préférée, celle que Camille lui avait offerte pour son anniversaire. La petite fille leva les yeux et leur fit un grand signe de la main. « C'est ça, mon monde, » dit Thibault. « Une petite fille qui a retrouvé le sourire grâce à vous. Une maison qui est redevenue un foyer. Des moments de bonheur simples que j'avais oubliés. » Il prit délicatement la main de Camille. « Je ne veux pas d'une fusion d'entreprise ou d'un mariage arrangé. Je veux des histoires du soir et des valses improvisées. Je veux des larmes qu'on ne cache plus et des rires qu'on partage. Votre mère, ma mère devra comprendre, comme j'ai compris aujourd'hui grâce à Élodie, que le vrai luxe n'est pas dans les comptes en banque ou les titres de propriété. Il est dans les regards sincères, les gestes tendres, les mots qui viennent du cœur. » Des pas résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit sur Madeleine, le visage fermé. « Thibault, les Delorme exigent des explications. Les journalistes parlent déjà d'un scandale. Il faut... » Elle s'arrêta net en voyant leurs mains jointes. Quelque chose dans son expression changea, comme si elle voyait vraiment son fils pour la première fois depuis longtemps. « Maman, » dit Thibault d'une voix ferme mais douce, « nous devons parler. » La confrontation avec Madeleine se déroula dans le salon familial, où des générations de Mercier avaient pris leurs grandes décisions. Les portraits des ancêtres semblaient observer la scène avec une curiosité muette. « Tu ne comprends pas ?» dit Madeleine, assise droite dans son fauteuil préféré. « Notre nom, notre réputation... »« J'ai passé ma vie à comprendre, maman, » répondit Thibault. « À comprendre pourquoi le nom des Mercier devait toujours passer avant tout, avant le bonheur, avant l'amour, avant même la famille. » La famille? Elle eut un rire amer. « C'est précisément pour la famille que j'ai agi. Cette fusion aurait assuré l'avenir d'Élodie. Ton avenir. En manipulant les gens, en forçant Camille à partir avec de l'argent et du chantage émotionnel ?» Madeleine se tourna vers Camille, qui était restée silencieuse près de la cheminée. « Vous auriez pu faire tellement avec cet argent. Aider votre frère, votre mère. »« C'est vrai, » admit Camille, s'avançant légèrement. « Et j'y ai pensé chaque jour. Mais j'ai réalisé quelque chose d'important. On ne construit pas le bonheur sur la souffrance des autres. » Un silence s'installa. Dans le jardin, on entendait Élodie rire en jouant. « Quand Alice est morte, » reprit Thibault doucement, « vous m'avez dit que je devais être fort, que les Mercier ne montraient pas leur chagrin. Alors j'ai enterré ma douleur, j'ai continué à diriger l'entreprise comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé, maman. Tout avait changé. » Il s'approcha de sa mère, s'agenouillant devant elle. Et puis Camille est arrivée.
Elle a appris à Élodie qu'il était normal de pleurer sa mère, de parler d'elle, de garder son souvenir vivant. Elle m'a appris, sans même le savoir, que la vraie force n'est pas dans le silence, mais dans le partage. Les yeux de Madeleine s'embuèrent légèrement. Ta grand-mère me disait la même chose que je t'ai dit, les traditions, le nom, l'honneur. J'ai cru bien faire. Je sais, maman. Thibault prit ses mains dans les siennes. Mais parfois, la plus belle tradition qu'on puisse transmettre, c'est celle du courage de changer. Camille s'approcha doucement, portant une photo qu'elle avait prise quelques semaines plus tôt. Thibault et Élodie, endormis sur le canapé de la bibliothèque, un livre de contes ouvert sur leurs genoux. Madeleine regarda longuement la photo. « Elle a le même sourire qu'Alice », murmura-t-elle enfin, « et la même capacité à voir la beauté dans les choses simples », ajouta Camille. Comme sa grand-mère quand elle prend le temps de regarder vraiment. Les épaules de Madeleine s'affaissèrent légèrement, comme si un poids invisible commençait à se lever. « Les journaux vont parler, dit-elle, mais sa voix avait perdu de sa dureté. « Laissons-les parler, répondit Thibault. Pour une fois, ils raconteront une histoire vraie, celle d'une famille qui choisit l'amour plutôt que les conventions. » À cet instant, Élodie fit irruption dans le salon, les joues roses d'avoir couru. Elle s'arrêta net en voyant les trois adultes, puis s'approcha timidement de sa grand-mère. « Tu es fâchée, mamie ?» Madeleine regarda sa petite fille, puis Camille, et enfin son fils. Dans leurs yeux, elle vit quelque chose qu'elle avait oublié, l'espoir d'un nouveau départ. Les semaines qui suivirent apportèrent leur lot de changements dans la maison des Mercier. Les journaux, après avoir fait leur gros titre sur l'annulation de la fusion, trouvèrent d'autres sujets pour alimenter leurs chroniques mondaines. Claire Delorme, avec une élégance qui lui faisait honneur, publia un communiqué gracieux parlant de différences de vision et de séparation amicale. Un matin d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient dans le jardin, Camille rangeait ses cartons, non pas pour partir cette fois, mais pour s'installer dans l'aile est de la maison. Sa nouvelle position de directrice des projets éducatifs des hôtels Mercier lui permettrait de mettre en place des programmes pour les enfants des clients et du personnel. « Tu as besoin d'aide ?» demanda Madeleine, apparaissant dans l'encadrement de la porte. Camille sourit, encore étonnée par la transformation progressive de leur relation. « Je veux bien, merci. Ces livres sont assez lourds. » Ensemble, elles déballèrent la collection de littérature jeunesse que Camille avait constituée au fil des années. Madeleine s'arrêta sur un volume particulièrement usé. « Le Petit Prince », lut-elle. C'était le préféré d'Alice. « Je sais », répondit doucement Camille. « Élodie me l'a dit. Elle m'a aussi raconté comment vous le lui lisiez quand elle était petite. » Madeleine caressa la couverture du livre. « J'ai peut-être oublié avec le temps ce qui compte vraiment. Les chiffres, les contrats, ils ont fini par remplacer les histoires et les câlins. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, dit Camille, sortant un album photo de son carton. Elles s'assirent ensemble sur le canapé, feuilletant les photos récentes. Élodie apprenant à faire de la bicyclette, Thibault lui tenant la selle en riant, un pique-nique improvisé dans le jardin. Madeleine elle-même, surprise en train de montrer à sa petite fille comment faire des cookies. « Vous avez changé cette maison, » murmura Madeleine. « Vous nous avez tous changés. »« Non, » corrigea Camille. « J'ai juste ouvert quelques fenêtres, laissé entrer l'air frais. Le changement était déjà là, attendant sa chance. » Un éclat de rire leur parvint du jardin. Par la fenêtre, elle pouvait voir Thibault et Élodie plantant des bulbes de tulipes pour le printemps prochain. « Il sourit comme avant, » observa Madeleine. Comme quand il était petit et que rien d'autre ne comptait que le moment présent. « Le présent est un cadeau, » dit Camille, citant une phrase qu'elle répétait souvent à Élodie. « C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. » Madeleine se tourna vers elle, une lueur malicieuse dans les yeux. « Vous savez, j'ai toujours détesté les citations inspirantes, mais celle-ci, elle n'est pas si mal. » Et elles rirent ensemble, et ce rire partagé semblait sceller quelque chose de nouveau, quelque chose qui allait au-delà des titres et des conventions. « Les invitations pour le gala de Noël sont arrivées, » dit soudain Madeleine. « Cette année, c'est vous qui superviserez l'événement. Je pense qu'il est temps de montrer à tout Lyon que les Mercier savent aussi s'adapter au changement. » Camille la regarda, surprise.
Vous êtes sûr? Absolument. Et puis, Madeleine se leva avec un sourire. J'ai hâte de voir la tête de certaines personnes quand elles découvriront que la nouvelle directrice des projets éducatifs danse merveilleusement la valse. Le soir du gala de Noël, la maison Mercier resplendissait de 1000 feux. Des guirlandes de lumières argentées serpentaient dans les arbres du jardin et des bouquets de roses blanches et de houx ornaient chaque pièce. L'atmosphère était différente des années précédentes, plus chaleureuse, plus vivante. Dans sa chambre, Camille ajustait une dernière fois sa robe, non pas émeraude cette fois, mais d'un bleu profond, comme un ciel d'hiver. Élodie, ravissante dans sa robe de tulle blanc, tournoyait devant le miroir. « Tu es la plus belle des princesses », déclara la petite fille avec conviction. « Et toi, mon cœur, tu es la plus belle des étoiles », répondit Camille en l'embrassant sur le front. Un coup discret à la porte annonça l'arrivée de Madeleine. Elle portait une élégante robe gris-perle, et pour la première fois depuis longtemps, son sourire atteignait ses yeux. « Les invités commencent à arriver, » dit-elle. « Élodie, ton père te cherche pour faire votre entrée. » Alors que la petite fille s'élançait dans le couloir, Madeleine s'approcha de Camille. « J'ai quelque chose pour vous. » Elle sortit un écrin de velours. À l'intérieur, un délicat collier de perles. « Il appartenait à ma mère, » expliqua-t-elle. Elle me l'a donné le jour où j'ai compris que le bonheur de mon fils était plus important que toutes les traditions du monde. Les yeux embués, Camille laissa Madeleine lui attacher le collier. Dans le miroir, leurs regards se croisèrent avec une nouvelle complicité. La soirée se déroula comme dans un rêve. Les invités, d'abord surpris par les changements dans la famille Mercier, furent conquis par l'atmosphère de joie sincère qui régnait. Élodie racontait fièrement à qui voulait l'entendre comment Camille et elle avaient décoré le sapin ensemble, comment grand-mère avait fait les biscuits et comment papa souriait tout le temps maintenant. Vers minuit, alors que l'orchestre entamait une valse familière, Thibaud s'approcha de Camille. « Cette mélodie vous dit quelque chose ?» demanda-t-il avec un sourire. Comment aurait-elle pu oublier? C'était la valse qu'ils avaient dansée dans le grenier, celle qui avait appartenu à Alice. « M'accorderez-vous cette danse ?» Il lui tendit la main, exactement comme ce jour-là. Mais cette fois, il n'y avait plus de secret, plus de barrières invisibles entre eux. Sous les regards attendris des invités, ils valsèrent au centre de la piste, leurs pas parfaitement synchronisés, leur cœur battant à l'unisson. « J'ai quelque chose à vous demander, » murmura Thibaud alors qu'il tournoyait. « Je vous écoute. Accepteriez-vous d'être plus qu'une directrice de projets éducatifs ?» Ses yeux brillaient d'émotions contenues. « D'être plus qu'une amie précieuse pour Élodie ?» Camille sentit son cœur s'accélérer. « Que me proposez-vous exactement, monsieur Mercier ?»« De continuer à danser, » répondit-il simplement. « Pas seulement ce soir, mais tous les soirs de notre vie. Dans la cuisine quand il pleut, dans le jardin au printemps, même dans le grenier quand la nostalgie nous prend. » Une larme roula sur la joue de Camille, mais cette fois, elle n'avait pas besoin de la cacher. « Oui, » souffla-t-elle, « oui, je veux continuer à danser avec vous. » Dans un coin de la salle, Élodie, assise sur les genoux de sa grand-mère, regardait ses parents danser. « Tu vois, mamie ?» dit-elle avec la sagesse de ses 6 ans. « Parfois, les contes de fées existent vraiment. Il faut juste être assez courageux pour y croire. » Madeleine serra sa petite fille contre elle, regardant son fils et Camille valser sous les lumières de Noël. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle laissa ses propres larmes couler librement, des larmes de joie pour cette famille qui avait enfin trouvé son équilibre, non pas dans les conventions et les apparences, mais dans la vérité simple de l'amour partagé.